De part et d'autre de la frontière orientale de la France s'étend la plus importante construction militaire jamais imaginée. La ligne Maginot. Au lendemain de la Première Guerre mondiale et de ces terribles combats de tranchées, les Français sont traumatisés. Le nord et l'est du pays sont dévastés. Plus jamais ces massacres, plus jamais ces tranchées, plus jamais cette boucherie. Il faut donc éviter à tout prix qu'un tel scénario se reproduise. L'expérience de la Première Guerre a plus ou moins dirigé tous les projets qui ont été lancés. Le système militaire, c'est en gros, protégeons-nous par une stratégie défensive. L'état-major français imagine alors une ligne de fortification hors norme à demi enterrée, composée d'une cinquantaine d'ouvrages et de bunkers, reliés par des kilomètres de couloirs souterrains et donnant accès à de monumentaux blocs d'artillerie. Un rempart pensé pour être invincible. La ligne Maginot, c'était une barrière de feu. On ne passait pas. Les infrastructures sont conçues par les meilleurs ingénieurs militaires du génie pendant près d'une décennie. Le chantier est le plus colossal de l'époque. Pourtant, une erreur stratégique va venir mettre en péril cette mégastructure. Tout ça pouvait marcher, sauf ce qu'on n'attendait pas, c'est la percée de Sedan. En mai 1940, les divisions blindées nazies parviennent à éviter le secteur le plus défendu de la Moselle, bâti sur la ligne Maginot, en traversant l'épaisse forêt des Ardennes. Les armées d'Hitler envahissent la France en quelques jours seulement. Si la ligne Maginot avait été construite le long des Ardennes, oui, ça aurait forcé Hitler à avoir un autre plan. Raillée pour son inutilité, critiquée pour ses coûts exorbitants, la ligne Maginot cristallise aujourd'hui encore tous les débats. Quel rôle a-t-elle véritablement joué dans la campagne de France? Et comment les armées hitlériennes ont-elles percé ce système de fortification hors du commun? Telle que la ligne Maginot a été utilisée, elle a précipité la défaite de la France. Voici les secrets de la ligne Maginot. « 11 novembre 1918, à 5h15, l'armistice est signé avec l'Empire allemand. La France sort victorieuse d'une terrible guerre, mais à quel prix? Les pertes sont gigantesques. 1 500 000 morts. 1 million de pupilles de la nation. 7 départements ravagés. Le pays est exsangue et les Français traumatisés. Mais de l'autre côté de la frontière, le bilan est bien différent. L'Allemagne est vaincue, mais il n'y a pas une vitrine de cassée. Et l'idée que cette Allemagne est potentiellement plus forte que la France et que si jamais un jour elle doit prendre sa revanche, elle risque de gagner la guerre. Georges Clemenceau, le président du Conseil surnommé le Tigre, inspecte les ruines des villages anéantis le long du front. Le spectacle est désolant. Un constat s'impose. Il faut à tout prix protéger les frontières françaises et empêcher toute nouvelle invasion du voisin allemand. Après l'enfer de la guerre des tranchées de 14-18, après les batailles sanglantes de la Marne, de Verdun et du Chemin des Dames, les instances militaires et politiques commencent à envisager la construction d'une ligne de fortification sur la frontière orientale. Le premier à avoir pensé à la protection des frontières, c'est Clemenceau. Au mois de février 1919, alors que l'on sortait à peine de la signature de l'armistice, il fallait trouver un complément pour défendre le pays. C'est l'une des raisons. Quand on voit la garde impériale, par exemple, qui revient à Berlin, les casques couverts de feuilles de chêne et qui sont accueillis par le pouvoir politique sur l'air de « honneur aux soldats invaincus », bon, l'Allemagne n'a pas perçu la guerre comme étant une défaite. Les 4 alliés savent qu'une nouvelle agression allemande est toujours possible. Ils décident alors d'occuper la région de la Rhénanie afin de constituer un glacis qui permettrait de contrer toute future invasion germanique. Cette région industrielle frontalière est stratégique. Elle est donc occupée
placée sous surveillance et démilitarisée par les Alliés afin de préserver la paix. Et il ne faut pas oublier aussi qu'en 1920, on conclut avec la Belgique un traité d'alliance militaire qui fait du nord de la France, de la Belgique et du Luxembourg une sorte d'espace militaire unique. En théorie donc, l'occupation de la Rhénanie permet de créer une zone tampon qui protège les frontières entre l'Allemagne et la France. Pour le reste des frontières, la fortification semble être le rempart idéal à toute future invasion. Dès 1919, les chefs de l'armée française sont consultés pour envisager la forme de ces futures fortifications. Et 3 points de vue vont s'opposer. Pour le général Foch, le projet d'une ligne n'est qu'une matière inerte. Il vaut mieux préparer des hommes à intervenir dès la première alerte afin de protéger le Rhin et la Meuse. Joseph Joffre, quant à lui, milite pour un système discontinu appuyé sur des fortifications géantes qui défendront les régions stratégiques. Quant au maréchal Pétain, il veut imposer l'idée d'une ligne continue légère. Pour parvenir à un consensus, une commission de défense du territoire est formée en mai 1922. La mentalité française de l'époque est fondée sur un désir très grand de paix. Plus jamais ça. Plus jamais ces massacres, plus jamais ces tranchées, plus jamais cette boucherie. Alors il y a eu des débats, est-ce qu'on fait un système continu ou discontinu? Ou est-ce qu'on fait la muraille de Chine, ou on fait quelque chose de beaucoup plus souple avec des intervalles qui permettent aux unités de campagne de poursuivre. Finalement, au printemps 1928, un rapport définitif est adopté. Le ministre de la guerre de l'époque, Paul Painlevé, entérine le projet d'une ligne discontinue et lance les premières études de chantier. Painlevé, c'est lui qui donne le coup d'envoi pour l'élaboration du projet. Et lui-même une formation scientifique, cela explique le très haut niveau technique de cette ligne. Brillant mathématicien, Painlevé supervise le projet de fortification avec la plus grande attention. Des études techniques aux enquêtes de terrain. Aussi incroyable que cela puisse paraître, pour concevoir les ouvrages qui serviront de défense à la ligne Maginot, les ingénieurs français vont s'inspirer d'un concept de fortification allemande datant de la guerre de 1870, les Festung. Les Allemands avaient déjà constitué ce qu'on appelait des Fechten, c'est-à-dire des systèmes palmés avec un couloir et des distributions à droite à gauche. On va adopter ce système d'une façon systématique. Le 28 décembre 1929, le nouveau ministre de la guerre, André Maginot, dans un discours enflammé, déclare « Les organisations défensives des frontières dont nous voulons l'exécution n'ont pas d'autre but que de barrer la route à l'invasion toujours possible. Le béton vaut mieux à cet égard et coûte moins cher que nos poitrines. » D'origine lorraine, grand blessé de guerre, André Maginot parvient à faire adopter le budget de la construction de la ligne par les deux chambres. Un crédit exceptionnel de près de 3 milliards d'anciens francs de l'époque, soit l'équivalent de 2 milliards d'euros, est alloué. Plus rien ne peut entraver la réalisation de ce plan de défense pharaonique. Les études sont lancées par Painlevé. La ligne aurait pu s'appeler la ligne Painlevé. Mais c'est seulement à la fin des années 20 et début des années 30 qu'elle est votée. Et à ce moment-là, le ministre de la guerre, c'est André Maginot. Et voilà pourquoi la ligne prend son nom. 1930. Après quelques travaux préparatoires dans les Alpes, la construction des forteresses géantes peut enfin commencer. La ligne sera constituée de nombreux ouvrages dont chacun aura pour but de protéger une portion de la ligne Maginot. Un ouvrage est une fortification autonome composée d'un ensemble de bunkers et de casemates reliés le plus souvent entre eux par des galeries profondément enterrées. Certains ouvrages de la ligne sont particulièrement imposants et peuvent regrouper à eux seuls une dizaine de blocs de combat et de bunkers. Pour mener à bien ces constructions hors normes, des milliers d'hectares de terrain sont expropriés. En tout, le volume de béton armé coulé pour leur construction correspond à celui de la grande pyramide de Khéops. Il faut dire que la ligne doit s'étendre sur 430 km de la frontière du nord-est au sud-est. Les travaux débutent par les fortifications de la frontière alpine qui couvrent la Savoie, le Dauphiné et les Alpes-Maritimes, jusqu'à Menton et une partie de la Corse.
L'arrivée au pouvoir de Mussolini, qui revendique des territoires en France, inquiète les chancelleries. Le chantier de la ligne Maginot du Sud-Est commence par la mise en chantier de l'ouvrage du fort de Reimplat en 1928. Mussolini est au pouvoir en 22, il établit vraiment le fascisme à partir de 25-26, puisqu'il arrive au pouvoir tout à fait légalement, hein, dans le cadre d'une monarchie parlementaire. À partir de 25-26, il établit et la dictature et l'État totalitaire. C'est le moment même où on décide la ligne Maginot, et on se dit donc cette ligne Maginot doit être aussi au sud, au sud-est et dans les Alpes. Sur le secteur alpin, 130 gros et petits ouvrages sont bâtis. Certains peuvent accueillir des équipages de 200 hommes. Ils sont pour la plupart armés de blocs escamotables, de canons et d'obusiers. Alors vous aviez des ouvrages à 4 ou 5 blocs, c'était de petits ouvrages, et vous aviez les gros ouvrages, donc c'est à partir de 6 ou 7 blocs, et le plus important d'entre eux, c'est le Hackenberg, qui est équipé de 19 blocs. Dans un deuxième temps, le chantier s'attaque aux régions fortifiées du nord-est qui s'étendent des Flandres jusqu'à la frontière suisse. C'est en Moselle que l'on construit le plus gros ouvrage de la ligne, le fameux Hackenberg. Il est composé de 19 blocs de combat et de 10 km de galeries souterraines réparties sur 160 hectares. La situation géographique du fort, qui culmine à 343 mètres d'altitude, permet au Hackenberg de dominer les alentours et de protéger efficacement la zone. Le Hackenberg occupe le sommet culminant de tout le secteur. C'est ce qui vaut sa taille. Parce que Pétain a dit qu'il faut construire les forts à des points qui sont naturellement forts. Chaque bloc comporte des canons sous cloche éclipsables. Un système sophistiqué de monte-charge et de poulies assure de manière continue l'approvisionnement des tubes en munitions. La puissance de feu des canons peut ainsi couvrir un rayon de 20 km autour de la zone. Les blocs en béton armé communiquent entre eux par des tunnels creusés à plus de 20 mètres sous terre. Des trains électriques sur monorail alimentent en permanence les tours d'artillerie en hommes, munitions et vivres. Les dépôts situés sur les arrières de la ligne, à l'abri de l'artillerie ennemie, permettent de tenir un siège. Un PC de commandement relié par téléphone rassemble les données des postes d'observation et envoie les coordonnées de tir aux artilleurs installés dans les blocs afin qu'ils puissent faire feu. L'ensemble de l'ouvrage est équipé d'un système de ventilation en surpression permettant à la forteresse d'éviter une pollution par des gaz asphyxiants. Les équipages venaient, on peut dire, un tiers de la région parisienne, parce qu'on ne voulait pas de paysans dans la ligne Maginot, parce que vu le modernisme, le paysan français est encore très arriéré à cette époque-là, donc un tiers de Parisiens, un tiers de nordistes, l'île Roubaix Tourcoing, hein, et un tiers de gens de la région. Ces hommes forment ce que l'on appelle les troupes de forteresse, qui comprennent des détachements d'infanterie, d'artillerie et du génie. Ces équipages, qui regroupent près d'1 millier de soldats, se relaient au rythme des 3-8. C'est comme à bord des bateaux de guerre. Plus le bateau est gros, plus la discipline est sévère. Et ici, c'était pareil. Henri Hébrard était un vieil sous-officier, passé officier pendant la guerre de 14, qui était à cheval à la fois sur la discipline, la propreté. Les soldats devaient saluer leurs officiers alors que ça ne se fait pas à bord d'un bateau et ainsi de suite. Dans le fort du Hackenberg, des infrastructures sont créées pour accueillir 1 millier d'hommes. Les chambrées sont constituées de lits à étages séparés par des parois afin de limiter la promiscuité et empêcher tout début d'épidémie. Des réfectoires permettent au personnel de prendre 2 repas par jour. Un gros ouvrage est conçu pour pouvoir tenir un siège pendant plusieurs semaines et vivre en parfaite autarcie. Il y avait en carburant diesel 3 mois de réserve. En vivres de guerre,
un bon mois. Et pour les munitions, ça représente un chiffre énorme parce qu'ils avaient calculé la consommation en prenant les tirs les plus intenses de la bataille de Verdun et en multipliant par 2. Du côté des plaines du Nord, le long de la frontière belge, pratiquement aucune fortification importante n'est construite, car ce pays est neutre. On estime préférable, en cas de conflit, que les armées françaises pénètrent en Belgique afin de rencontrer de front l'envahisseur allemand. Seuls quelques casemates sont positionnés dans la zone. On a fait quelques travaux du côté de Maubeuge à la demande des populations du Nord quand il y a eu la montée en puissance d'Hitler, en sachant très bien que ça ne suffirait pas. Et devant la forêt des Ardennes, aucune défense n'est prévue. On juge qu'ils ne peuvent pas passer par là, que ce n'est pas possible. Et là, le maréchal Pétain a une responsabilité énorme. Lorsqu'il est ministre de la guerre en 1934, on lui pose la question, mais pourquoi rien sur les Ardennes? Et il dit, les Ardennes sont impénétrables, mais il ajoute, de toute façon, on les pince, s'ils passent par là, on les pincera à la sortie de la forêt, comme le chasseur le fait pour le lapin. Dans cette période de tension internationale, les plans de la ligne sont bien sûr classés secret défense. Aucune information ne filtre. La ligne Maginot fait donc fantasmer la presse qui lui affuble des proportions extravagantes. Certains imaginent des ouvrages construits sur 5 étages avec des métros, des hangars pour avions, des garages pour les blindés, des salles de projection, un hôpital. Une véritable ville sous terre, surarmée. De leur côté, les Allemands ignorent également l'architecture exacte de cette ligne de fortification dont ils cherchent à recueillir de précieux éléments. Les Allemands étaient au courant des travaux qu'on entreprenait pour construire cette ligne. C'est certain. En revanche, ils connaissaient mal les ouvrages. Nous faisions attention, nous, au niveau des chantiers. Dans les ouvriers que l'on engageait, il y a eu certainement de l'espionnage, mais les Allemands n'ont pas eu une idée extrêmement précise de ce que représentait cette ligne Maginot. Depuis le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est chancelier de l'Allemagne. Cet ancien combattant de la guerre de 14, qui a passé 4 ans sur le front de la Somme, au cœur des tranchées et des bombardements, s'intéresse de très près à cette ligne de défense. D'ailleurs, à la même époque, de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, Hitler viole le traité de Versailles en faisant bâtir la ligne Siegfried. Cette ligne allemande fortifiée s'étend de la frontière luxembourgeoise à la Suisse sur plus de 630 km. Elle est constituée d'un système de fossés anti-chars et de casemates occupés par des divisions d'infanterie classiques. Hitler a fait édifier cette fortification en moins de 2 ans afin que la frontière ouest du Reich soit protégée contre toute invasion franco-britannique. À ses yeux, il est impensable de revivre une guerre de position telle que l'Allemagne l'a vécue lors de la Grande Guerre. Hitler n'a qu'une seule idée, lancer l'armée allemande à la conquête de l'espace vital à l'Est. Et pour ce faire, le pays se réarme jour et nuit. Pour se protéger, la France mène une nouvelle politique d'alliance. Désormais, elle accorde son assistance militaire à la Tchécoslovaquie en cas d'attaque par l'Allemagne et l'aide à se fortifier. Le 15 mars 1939, il viole les accords de Munich et lance ses troupes sur la région des Sudètes en Tchécoslovaquie. Les généraux allemands découvrent alors de puissants bunkers. Les ouvrages des Sudètes ont été conçus à peu près comme les ouvrages de la ligne Maginot. Ce sont des ingénieurs français qui les ont conçus. Les Français ont donné aux Tchèques des plans types, notamment les notices de construction, des plans de la ligne Maginot. La découverte de ces précieux bunkers va permettre aux Allemands de se préparer au mieux à l'invasion de la France qu'ils envisagent désormais. Et ils ont fait surtout des essais de tir sur les arbres.
Quand on va en Tchécoslovaquie, on voit toutes les casemates, ils ont tiré dessus comme des malades pour tester la valeur, les épaisseurs de béton et ainsi de suite. On s'est aperçu que ce type de fortification posait pas mal de problèmes aux armes dont la Wehrmacht disposait à ce moment-là. Édouard Daladier, le ministre de la Guerre, nomme en janvier 1938 Maurice Gamelin, commandant de l'armée française, en charge de la coalition des troupes alliées. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale est imminent. Mais l'opinion publique est confiante. Les Français savent que leur pays est protégé par la ligne Maginot, ce rempart soi-disant infranchissable. La ligne Maginot, c'était une barrière de feu, parce qu'elle était au point de vue technique quelque chose d'extraordinaire, d'extrêmement moderne à tout point de vue. L'opinion publique française se sentait en sécurité derrière. 1er septembre 1939. L'armée allemande envahit la Pologne. L'aviation polonaise est obsolète et son armée ne possède qu'une division motorisée. Alors que face à elle s'alignent 4 Panzerdivisions. Ces divisions blindées du Troisième Reich qui regroupent à elles seules plus de 300 engins blindés. Le général allemand Heinz Guderian dirige l'attaque des chars. Il met en place le principe de Blitzkrieg, la guerre éclair, basée sur l'effet de surprise, de rapidité et de brutalité de l'assaut. Les troupes alliées assistent impuissantes à la défaite polonaise. On voulait surtout éviter une guerre dans les tranchées. Et pour revenir sur une guerre de mouvement, il fallait de nouvelles armes. C'était les chars d'un côté et les avions de l'autre. Dans le cadre du traité de non-agression qui lie les Franco-Britanniques à la Pologne, la guerre est déclarée à l'Allemagne nazie le 3 septembre 1939. Le président Daladier déclare la mobilisation générale. 5 millions d'hommes partent vers les fronts. Les permissionnaires des troupes de forteresse sont rappelés d'urgence. La ligne Maginot est mise en alerte. C'est le début de la drôle de guerre qui va durer 8 mois. 350 000 hommes montent au front et occupent les intervalles entre les puissantes fortifications de la ligne Maginot et de ses casemates. Ces régiments sont composés de troupes d'infanterie, d'artillerie, ainsi que les régiments d'escadrons de chars légers. Dans les intervalles, on avait prévu aussi de mettre des troupes, qu'on appelait troupes d'intervalle, et qui étaient équipées pour faire du combat de résistance. Entre les gros ouvrages de la ligne Maginot, plusieurs centaines de casemates fortifiées se fondent dans le paysage. Une vingtaine d'hommes constituent les équipages de ces casemates d'intervalle. Leur mission, occuper et sécuriser le terrain. Quand ils n'étaient pas dans leur casemate, les soldats étaient soit en train de faire des patrouilles, sinon ils pouvaient être de corvée à recreuser la tranchée ou à aménager des petites positions défensives pour les troupes d'intervalle qui pouvaient être amenées à prendre possession des lieux en soutien. Dans les casemates, l'absence de chauffage et la promiscuité rendent les conditions de vie difficiles. Au cours de la drôle de guerre, s'installe une attente interminable pour les troupes campées sur la ligne Maginot face à la Wehrmacht retranchée derrière la ligne Siegfried. Durant de longues semaines, aucune offensive ni activité n'est à déplorer. Du côté français, les troupes sont protégées par de puissantes fortifications. Sur les superstructures des ouvrages, les réseaux de barbelés, les champs de mines et les fossés anti-chars ceinturent les fortifications. Tout le long de la ligne, de puissantes batteries d'artillerie sont installées, prêtes à bombarder les lignes allemandes au moindre signal. On le voit bien pendant la drôle de guerre, on se sent protégé par la ligne Maginot. Ce ne sera pas le même type de guerre comme 1914-1918, ce ne sera pas les tranchées. Et pendant ce temps-là, on fait le blocus à l'Allemagne, l'Allemagne va être affamée, et si l'Allemagne est affamée, elle va tomber, peut-être même qu'on va gagner la guerre avec des armes non sanglantes. Concernant les civils, le gouvernement a décrété l'évacuation d'une zone tampon de 12 km devant la ligne Maginot. Les habitants ont eu quelques heures seulement pour quitter fermes et villages.
Les animaux sont laissés à l'abandon. En novembre 1939, toute l'Alsace le long de la ligne Maginot est évacuée. Strasbourg est désert. La défense passive amasse des montagnes de barricades afin de protéger la ville. Gamelin, le commandant des armées, dirige les opérations de son PC de guerre installé dans une casemate construite à l'intérieur du château de Vincennes. Déconnecté des opérations, il néglige les inspections sur le front et reste en contact avec les officiers supérieurs de la ligne Maginot et les armées stationnées derrière les frontières uniquement par téléphone ou estafette. Le général en est convaincu. Si les Allemands attaquent, ils le feront par la Belgique, redevenue neutre depuis 1937. La stratégie qui consiste à, 1, se défendre au nord-est derrière la ligne Maginot, 2, de masser les troupes sur la frontière nord et passer par la Belgique pour arrêter les Allemands en Belgique, c'est essentiellement le général Gamelin qui met ça au point. Sur le terrain, les armées françaises attendent l'assaut allemand pour l'endiguer. L'imminence d'une attaque est prévisible, mais où et quand? La drôle de guerre, c'est aussi l'ennui qui s'installe parmi les troupes de la ligne Maginot. De chaque côté de la frontière, une guerre psychologique se met en place à grand renfort de messages de propagande. Soldats, on vous a trahis. Nous autres Allemands, nous ne revendiquons rien de la France. Cette ligne Maginot, pendant la drôle de guerre, elle est en fin de compte inutile dans l'immédiat. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des têtes couronnées qui vont venir la visiter, ça va les rassurer, ça va en fait faire la publicité de la ligne Maginot. On va se dire que c'est une ligne qui est inviolable, on va se convaincre de ça. « 9 décembre 1939. Afin de maintenir de bonnes relations avec les Alliés, le général Gamelin accompagne le souverain britannique George VI en visite officielle au Hakenberg, l'ouvrage phare de la ligne. Le roi George VI découvre les tours escamotables de 170 tonnes. Il apprend que l'ouvrage peut tirer jusqu'à 4 tonnes de projectiles par minute lors d'une attaque. Il examine, fasciné, les superstructures que propose l'ouvrage. Les Alliés sont à l'unisson. Noël 1939. Sur toutes les frontières françaises, des soldats sont positionnés, éloignés de leur famille et de leur foyer. Au Hakenberg, mais aussi dans d'autres gros ouvrages de la ligne, une messe de minuit est célébrée. Le tunnel principal de la gare des trains électriques a été transformé en chapelle provisoire. 2 officiers aumôniers français et un prêtre écossais célèbrent la cérémonie. 1200 hommes d'équipage sont réunis. À l'extérieur, un froid terrible règne. Il fait moins 20 degrés. La neige recouvre les casemates et les postes avancés. Les hommes du dessus vivent dans des conditions extrêmes. Au même moment, de l'autre côté de la frontière, Hitler affine sa stratégie. Après avoir anéanti la Pologne, il souhaite désormais envahir la France au plus vite. Par une offensive à travers la Belgique et également à travers la Hollande et le Luxembourg. Mais la météo, très défavorable, l'oblige à reporter plusieurs fois l'attaque contre la France. Au départ, la plupart des plans allemands, c'était le plan Schlieffen de 1914. C'est-à-dire on attaque par la Belgique et on fonce vers le sud. Et d'une certaine manière, Gamelin, les Français, se préparent à contrer ce plan. L'attaque est finalement prévue pour le 14 janvier 1940.
Mais un événement inattendu va bouleverser ses plans et changer le cours de l'histoire. Un avion allemand est abattu en Belgique. À son bord, les Belges découvrent ce plan d'invasion fomenté par Hitler. L'état-major du Troisième Reich est donc contraint de trouver une autre stratégie. Et c'est alors qu'au cours du mois de février suivant, Hitler est approché par un général d'infanterie récemment promu, un certain von Manstein. C'est le 29 février 40, vous voyez, très très tard, à quelques semaines de l'attaque du 10 mai, que von Manstein propose un autre plan à Hitler. Son plan va consister à piéger les armées françaises et anglaises en envoyant comme prévu l'armée allemande sur la Belgique pour faire diversion, tout en lançant simultanément les Panzer-divisions à travers la forêt des Ardennes, alors jugée impénétrable. La forêt ardennaise est effectivement l'une des plus denses forêts de chênes de France. Mais cette barrière naturelle est néanmoins parsemée de chemins forestiers que les Allemands étudient scrupuleusement dans le plus grand secret. Ils savent très bien que la fortification dans les Ardennes au niveau des Français est très faible et c'est là qu'ils vont s'engouffrer. Pour mener cette audacieuse manœuvre à travers les Ardennes, Hitler désigne le général Heinz Guderian qui s'est illustré quelques mois auparavant lors de la campagne de Pologne. Il y a acquis une redoutable expertise des assauts de Panzer-division qui s'avère cruciale. La drôle de guerre prend définitivement fin le 10 mai 1940 lorsque les armées allemandes mettent en œuvre le plan Manstein. À 4h35, la Wehrmacht déclenche les hostilités par la violation du Luxembourg et de la Belgique. Alors que toute l'attention des états-majors français et britanniques est monopolisée par cette grande bataille, d'importantes divisions blindées allemandes accompagnées de troupes d'élite motorisées traversent le Luxembourg et le sud de la Belgique orientale. Une grosse partie des troupes vont passer par la Belgique, donc ça va confirmer les Français de venir les arrêter là, mais sur la frontière Ardennes entre Belgique, France et Luxembourg, c'est là qu'on va attaquer, peut-être pas forcément le gros des troupes, mais 10 divisions, dont 7 vont être opérationnelles, 7 divisions qui feront une percée. Simultanément, les Allemands lancent leur Panzer-division entre les défenseurs et les obstacles anti-chars. Ils foncent vers la forêt des Ardennes. Pas moins de 300 chars, 3000 véhicules et 10 000 hommes se dirigent droit sur cette forêt réputée impénétrable. Il y a eu un embouteillage énorme au moment du début de l'offensive. Je crois qu'on a compté à peu près 100-120 km de bouchons, entre guillemets. Mais heureusement pour eux, l'aviation du côté des Alliés ne les a pas aperçus, au moins jusqu'au moment où ils sont arrivés sur la frontière de la France. Pourtant, le général Gamelin et les Alliés ont été prévenus plusieurs jours à l'avance de ce gigantesque rassemblement de véhicules sur plus de 250 km. Mais Gamelin semble toujours déconnecté de la réalité du terrain. C'est un problème de transmission. Il manque de transmission, donc il n'y a pas de vision claire de ce qui se passe sur le terrain. Alors que les Allemands, eux, grâce aux transmissions, savent exactement ce qui se passe. Gamelin, en fin de compte, son problème, c'est qu'il est à Vincennes. Il est loin, il n'est pas auprès, en fin de compte, de tout ce qui peut arriver. Effectivement, contre toute attente à la frontière française, aucun ordre de repli n'est donné. Pire, les troupes françaises campées sur la frontière belge, dans la petite localité de Bouillon, sur la rivière Semois, ne font pas sauter tous les ponts qui permettront aux armées allemandes de traverser la frontière. En attaquant dans la plaine belge et aux Pays-Bas avec des moyens ostentatoires, les Allemands leurrent les Alliés qui y envoient alors toutes leurs meilleures unités. Conformément au plan du général Manstein, le Führer se focalise sur les Ardennes qui ne sont protégées par aucune fortification importante de la ligne Maginot. Hitler choisit de ne pas attaquer frontalement la ligne. Il préfère la contourner habilement. C'est par rapport à la ligne Maginot que Hitler puis Manstein, etc., ont pu bâtir leur offensive. Est-ce que si la ligne Maginot avait été construite le long des Ardennes, oui, ça aurait forcé Hitler à avoir un autre plan.
Pour Hitler, la ligne Maginot n'est alors qu'un système défensif hérité de la guerre des tranchées. Les Allemands sont déjà en train d'initier la guerre de mouvement avec leur Panzerdivision. En empruntant 4 routes départementales et de nombreux chemins forestiers, ils suivent leur objectif, la ville de Sedan, et franchissent la Meuse. Les troupes de Guderian débouchent en France à la charnière entre la ligne Maginot et la frontière belge, qui est mal défendue. Dans ce secteur, la plupart des troupes sont parties se déployer en Belgique. Seuls des réservistes mal entraînés et sous-équipés sont encore présents. Du côté français, on n'a pas prévu à ce moment-là une attaque au niveau des Ardennes. Dans ce secteur, il y avait bien sûr aussi des unités, mais des unités d'une qualité moyenne, surtout des soldats un peu plus âgés. Et dans ce secteur-là, il n'y avait pas un vide, mais un vide qui était plus ou moins comblé par des unités d'une valeur, disons, médiocre. Lorsque le nouveau Premier ministre britannique Churchill, qui vient juste de remplacer Chamberlain, lorsqu'il arrive la première fois en France, juste après l'attaque allemande, il demande à Gamelin, où sont les réserves? Et Gamelin lui répond, il n'y a pas de réserve. Et là, Churchill comprend que la bataille de France est terminée. Avec ses troupes mal formées et malgré les gigantesques forts de la ligne, la bataille semble perdue d'avance. Pour la Wehrmacht, attaquer les ouvrages aux abords de la forêt des Ardennes est désormais une formalité. Ils vont attaquer un petit ouvrage qui est à la sortie des Ardennes, qui est celui de Villiers-la-Ferté, qu'ils prendront parce qu'il est très faiblement défendu. Il a juste un canon anti-char de 47 mm, il n'a pas de gros obusiers. Les petits ouvrages et casemates sont rapidement pris par les troupes allemandes et doivent se rendre après leur neutralisation par des tirs dans les embrasures. L'ouvrage de la Ferté, défendu par un seul canon anti-char, est anéanti. Les bouches d'aération entièrement détruites, la garnison tout entière succombe asphyxiée par les jets de bombes chimiques. La défaite est totale. Au même moment, la Wehrmacht se dirige vers l'ouvrage du Fermont qui occupe une position stratégique dans la région sidérurgique de Longwy. Avec ses 600 hommes qui constituent l'équipage, il est le 3e ouvrage le plus important de la ligne Maginot. Dès le 10 mai, le commandant du Fermont a rappelé les permissionnaires dans toute la France. Le fort est renseigné sur les mouvements des troupes ennemies par un système de périscope installé sur les 7 tours escamotables de l'ouvrage. Les hommes de l'imposant fort du Fermont résistent aux attaques allemandes en procédant à des tirs d'arrêt nourris. Les Allemands attaquent sur la partie arrière du fort, avec 2 canons comme celui-là de 88 flak, et ils tirent à 2,5 km du fort, du bloc 4. Les équipages français tentent de riposter. Ils multiplient en vain les tirs de batterie depuis les tourelles blindées de l'ouvrage. Ils tirent toute la matinée, de 8 h du matin à midi. À midi, le dernier obus réussit à percer le fort. Ils sont arrivés à percer sans trop de difficultés. Il y a eu quelques morceaux de bravoure, mais le groupe d'armées allemand est arrivé à passer. C'est l'heure de la débâcle pour les troupes de la ligne Maginot. Le 13 mai, les blindés de Guderian franchissent la Meuse et débarquent à Sedan. Malgré une vive réaction des Britanniques et des Français, la ville est anéantie. Toute la population civile du secteur de Sedan reçoit l'ordre d'évacuer. Les Panzerdivisions sont suivies de forces bien plus importantes encore et destinées à déferler sur toute la France. Le 20 mai, dans la soirée, les armées allemandes prennent en tenaille les armées franco-anglaises qui s'étaient imprudemment engouffrées dans la nasse belge. Les troupes sont contraintes d'évacuer par la mer en abandonnant leur matériel, ce qui met fin à la première phase de la bataille de France. C'est vraiment un choc pour la population. L'armée française est plus ou moins en déroute. Mais ce n'est pas non seulement l'armée, mais c'est tout l'État français qui est en déroute. Parce qu'à partir du moment où les troupes sont obligées de se retirer, c'est aussi l'administration qui quitte ses différentes fonctions. Face à cette débâcle, le général Gamelin est limogé et remplacé par le général Weygand, qui doit contre-attaquer avec ce qu'il reste des troupes alliées sur la Somme. Avec le général de Gaulle sous-secrétaire d'État à la guerre, il tente d'arrêter les Panzerdivisions de Guderian dans la localité de Montcornet avec la 4e division blindée. Mais c'est un échec sur tous les fronts. Désormais,
Les troupes françaises en désordre refluent vers le sud au milieu de convois de réfugiés belges et français mitraillés et bombardés par les avions allemands. L'autre partie des troupes françaises et britanniques est bloquée dans la poche de Dunkerque et sera évacuée jusqu'au 4 juin par la Manche lors de l'opération Dynamo. Sur la ligne Maginot, le commandant en chef des forces terrestres françaises, le général Weygand, donne l'ordre aux troupes d'intervalle d'évacuer leur position. À partir du 14 juin, au soir, Weygand donne l'ordre de décrocher. Ce qui fait que les troupes d'intervalle se replient. Les Allemands en profitent pour passer. Et ils tournent la ligne à ce moment-là. Le 14 juin, 6 divisions blindées allemandes et 100 avions de bombardement passent à l'attaque après un déluge de feu. Les forces françaises tentent de résister. Mais le 15 juin au soir, elles se rendent après avoir été finalement encerclées par l'invasion allemande. Les hommes sont obligés de se rendre. Des officiers d'état-major viennent les voir en leur disant il faut se rendre. Certains pleurent même au moment de se rendre. Un demi-million d'hommes sont encerclés par les Allemands qui procèdent à un tri. Les Mosellans, les Alsaciens seront incorporés dans la Wehrmacht. Les autres prisonniers partent en captivité pour 5 ans. Le fait de conduire ces troupes de forteresse en captivité était le signe d'une victoire sans appel sur la ligne Maginot. Depuis la fin de l'hiver 1940, sur la partie alpine de la ligne Maginot, les hommes d'équipage se tiennent prêts à réagir contre toute attaque des troupes de Mussolini. Les éclaireurs alpins constatent sur toute la frontière des mouvements de l'armée italienne. Les Italiens, au moment où ils commencent à entrer en guerre en 1940, parce qu'en 1939, ils sont restés neutres, en 1940, ils attendent le succès des opérations du côté allemand. Le 10 juin, alors que l'armée allemande a déjà vaincu les armées françaises dans la région nord-est de la ligne Maginot, l'Italie déclare la guerre à la France. Conséquence, le 21 juin, les armées de Mussolini se lancent dans une attaque avec 300 000 combattants. La perspective de Mussolini était surtout de profiter pratiquement de l'engagement des troupes françaises et britanniques dans le nord, et à ce moment-là, peut-être de pouvoir avancer avec ses troupes dans le sud, parce que la France était obligée, bien sûr, d'envoyer ses troupes vers le nord. Les troupes fascistes passent la frontière dans les Alpes-Maritimes, près de la ville de Sospel, et attaquent le fort d'Aguessen. Mais cette fois-ci, les unités françaises d'artillerie de montagne se battent avec détermination pour défendre leur position. Nous avons dans le sud-est, il y a la bataille des Alpes, nous avons en face de nous l'armée italienne. Des troupes peu motivées, en altitude les conditions de combat sont très difficiles. Et vu que du côté français il y avait aussi des fortifications et des unités de qualité, les troupes italiennes n'ont pas pu avancer comme ça a été prévu par Mussolini. Le 25 juin, l'armistice est signé avec l'Italie. Mussolini parade devant ses troupes, mais le bilan de l'invasion italienne est peu concluant. Il aura perdu 4000 combattants, alors que du côté français, la perte de quelques centaines d'hommes est à déplorer seulement. La résistance des ouvrages de la ligne Maginot des Alpes s'est finalement montrée d'une efficacité remarquable. Les soldats d'équipage de la région alpine réussiront à s'échapper et ne partiront pas en captivité. C'est l'une des rares victoires de la bataille de France. Nous avons arrêté les Italiens partout. C'est un échec pour l'armée italienne et c'est peut-être la seule victoire, c'est l'armée des Alpes, la seule victoire dont peut se prévaloir l'armée française. Car sur tous les fronts, désormais, 4/5 de l'armée est en déroute. Le 14 juin, les Allemands entrent dans Paris qui s'est déclarée ville ouverte après la fuite du gouvernement. Le gouvernement français s'est réfugié à Bordeaux. Philippe Pétain devient alors président du Conseil et décide de collaborer avec le Troisième Reich. L'armistice est signé le 22 juin 1940 dans la clairière de Retonde à Compiègne.
Hitler, Pétain et plusieurs hauts dignitaires des armées françaises et allemandes se réunissent dans le même wagon où a été signée la fin de la Première Guerre mondiale. Le Führer impose des conditions très dures pour la France. Une indemnité de 400 millions de francs par jour devait être payée par le peuple français pour l'entretien de l'armée d'occupation allemande. Le 25 juin, sur l'ordre de Pétain, la cessation complète des hostilités sur le front est décrétée. Sur la ligne, aucun gros ouvrage n'est sabordé. Les équipages se rendent début juillet. Désormais, le drapeau nazi flotte sur les emblématiques forts de la ligne Maginot. Tous les gros ouvrages se sont rendus. Ils ont capitulé et encore sur ordre du gouvernement de Vichy. Les derniers à se rendre, ils ont eu les honneurs de la guerre et ces troupes-là sont parties après en captivité. L'armistice signé, les armées allemandes investissent les fortifications de la ligne Maginot. Les soldats récupèrent les matériaux ferreux dont les industries nazies ont besoin et certains ouvrages sont même transformés en usines souterraines. La ligne Maginot, cette prétendue barrière de feu, n'aura pas tenu sa promesse. Si elle a en partie rempli son rôle de bouclier, la trouée des Ardennes, qui n'a jamais été fortifiée, reste une erreur stratégique majeure. Est-ce que la ligne Maginot a été utile? Ma réponse est non, parce qu'elle n'a pas été employée comme elle aurait dû l'être. Elle a été négative parce qu'elle a trop rassuré les Français. Elle a été négative parce que stratégiquement, à partir du moment où elle existe, il suffit de ne pas l'attaquer, de passer ailleurs. Hein, voilà. Elle a entretenu beaucoup d'illusions. Il aurait fallu décrocher à temps et on ne l'a pas fait. Et on n'a pas décroché à temps parce qu'abandonner la ligne Maginot, au point de vue de l'opinion publique, ça aurait eu un effet catastrophique. L'inefficacité de la mégastructure Maginot, fleuron du génie militaire français, reste l'un des plus grands traumatismes de l'histoire moderne. La défaite de mai 40 aura de lourdes conséquences sur les décisions stratégiques françaises qui seront prises lors des décennies suivantes. Est-ce que la défaite française a traumatisé la France? Oui. Moi, je parle souvent d'un syndrome de 40. Ce syndrome de 40 explique beaucoup de choses par la suite. Le relèvement économique de la France, la modernisation de la France après 45, est fondée sur le syndrome de 40. Plus jamais ça, c'est une infériorité industrielle, une infériorité militaire. La dissuasion nucléaire, elle est fondée sur le syndrome de 40. Plus jamais compter uniquement sur les alliés. Il faut avoir des alliés, mais il faut aussi avoir une indépendance, et cette indépendance passe par la dissuasion nationale. Aujourd'hui, les principaux ouvrages de la ligne Maginot résistent encore à l'épreuve du temps. Chaque année, près de 400 000 visiteurs européens viennent découvrir les vestiges de ce qui fut le système le plus complexe de fortification jamais construit en Europe.